Donc ici, on aborde la question de la préparation, hein, la préparation particulière des membres citoyens tirés au sort pour constituer l'Assemblée constitutionnelle. Et du même coup, on aborde aussi la question de la que certaines gens se posent et qui est légitime quand même de se poser, hein, de la capacité des citoyens, donc moyens, entre guillemets, tirés au sort, hein, à participer à une entreprise comme celle-là en donnant un résultat, bien sûr, qui est satisfaisant et qui est positif pour la société. Hein. Et donc, avant d'en arriver au mécanisme particulier de préparation que je mettrai en place, j'aimerais ça me pencher sur cette question-là de la soi-disant capacité des citoyens à participer à une entreprise comme celle-là. Et il est important de faire plusieurs points ici. Hein. Il est possible que j'oublie un point ou deux et que je me reprenne dans une présentation qui va suivre, ou disons une perspective ou deux, là. Mais on peut commencer par dire, hein, que sur cette question particulière-là de la capacité, là on est avant même de parler de mécanismes, comme je viens de le mentionner, de mécanismes pour, disons, améliorer la préparation des gens, hein, qui vont être quand même significatifs, et on va en parler ça dans une présentation qui va suivre immédiatement celle-ci. Donc, sur la question de la capacité, généralement, hein, il y a deux types de problèmes qui s'entrecroisent, d'une certaine manière. Il y en a un qui est plutôt mineur, puis il y en a un autre qui est plus d'ordre général. Hein. Avant d'arriver aux questions puis aux perspectives d'ordre général, j'aimerais ça me pencher, juste pour éliminer cette question-là de mon ordre du jour, entre guillemets, là, juste pour traiter de cette question-là, puis passer à autre chose, hein, qui est la question du fait que si on constitue une assemblée constitutionnelle par le sort, hein, il est possible qu'il y ait, ou n'importe quelle assemblée citoyenne par ailleurs, hein, il est possible, même probable, qu'il y ait certaines personnes à l'intérieur de cette assemblée-là qui, de l'avis des autres, et peut-être un niveau de capacité à participer qui soit un peu, qui laisse un petit peu à désirer. Hein? Autrement dit, quelqu'un qui serait intellectuellement un peu moins capable de comprendre tous les enjeux techniques ou tous les enjeux qui soient devant elle. Hein? Premièrement, il faut mentionner quand même là, qu'il y a de l'information qui circule, qui vient, et puis il y a différents intervenants. C'est pas comme si on demandait à ces gens-là de nous préparer une constitution sur un coin de table sans référence. Et en fait, hein, il y a plusieurs personnes qui vont venir leur faire des propositions, et leur rôle consiste à essentiellement identifier les intervenants qui ont des idées qui leur semblent les meilleures. Ceci pour dire que, hein, dans l'éventualité où il y a une personne ou deux, hein, comme celle-là, dépendamment de la taille de l'Assemblée, puis évidemment, il y a un jugement de valeur sur ça, là, duquel je ne peux pas me réclamer, puis je ne me réclame pas, mais s'il y avait certaines personnes comme ça, hein, il faut bien comprendre qu'on n'est pas, qu'on est premièrement dans une situation d'assemblée. Hein. On n'est pas dans une situation où on donne un pouvoir individuel à ces gens-là, on donne un pouvoir à l'institution. Hein. Et donc, dans le cadre, excusez de faire un tout petit peu de lumière, dans le cadre de cette institution qui est l'Assemblée citoyenne-là, hein, il y a bien sûr beaucoup d'autres mondes. Hein. On peut commencer par dire que, bon, c'est une question, à mon avis, extrêmement mineure, parce que s'il y avait deux personnes, hein, disons, c'est justement ça. Il y en a deux. Ça finit là, d'une certaine manière. Il n'y a pas un problème énorme. Hein. Mais ceci pour dire que ces personnes-là, hein, vont prendre une décision, comme les autres, hein, mais probablement sur une autre base. En ce sens qu'ils vont chercher peut-être moins à rentrer dans le détail puis à comprendre toute la poutine de la chose, qui est quand même important de faire en général,
mais ou de pouvoir apprécier en général, mais s'ils sentent qu'ils sont pas capables de faire ça, hein, puis que ça les dépasse un peu, puis je veux dire, c'est d'une certaine manière, là, tu sais, prenez un texte de loi à l'Assemblée nationale, lisez-le, puis vous allez voir que ça vous dépasse un peu aussi. T'sais, même si vous êtes, peu importe votre niveau d'éducation, là, on n'a pas de référence pour bien, en tout cas, vite comme ça, pour bien juger ça. Mais l'idée étant que, hein, ayant des compères, des consoeurs de travail, hein, ces personnes-là vont pouvoir prendre une décision sur la base essentiellement de la confiance qu'ils ont envers d'autres personnes puis envers les opinions des autres personnes. Tout comme à l'Assemblée nationale. Pour prendre un exemple hors de ce qui nous concerne ici, mais il y a un ensemble de députés qui ne décident pas. Ils font juste, la plupart, même, on pourrait même dire qu'ils décident jamais dans leur cas. Ils font juste suivre la ligne de parti. Puis donc, les personnes qui prennent les décisions, oui, ça s'est discuté au caucus, mais tu sais, il y a du monde là qui participe pas vraiment au débat. Hein. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent une autre gang, essentiellement. Dans ce cas-ci, évidemment, il n'y aura pas de clan déterminé puis de parti politique à l'intérieur d'une assemblée citoyenne, mais il va y avoir différentes personnes et ces personnes-là sont toutes à leur place de demander l'opinion des autres, ce qu'ils pensent, puis de leur expliquer peut-être plus simplement le gros enjeu qui est en question. Puis c'est pas mauvais non plus. Ça va forcer les autres à simplifier les choses puis à dire, dans le fond, oui, il y a ces questions-là, mais dans le fond, ça se résume à ça. Puis je pense que, bon, pour cette question-là, pour moi, ça me préoccupe pas du tout. Hein? Je ne vais pas vous le cacher, là. Ce sera clairement pas une minorité significative de personnes qui vont être dans une situation comme celle-là. Et j'ai pas de doute non plus que ces personnes-là vont chercher à prendre une bonne décision sur la base de leur appréciation de la réalité. Et cette réalité-là, c'est qu'il y a des gens autour d'elles qui vont comprendre un peu plus, hein, puis qui vont l'expliquer essentiellement c'est quoi leur avis sur la base de la confiance puis de l'honnêteté qu'ils perçoivent chez ces autres personnes-là. Je pense qu'ils vont prendre une décision sur cette base-là. Bon, évidemment, c'est à eux à décider, hein, et c'est à tout le monde à bien interagir ensemble pour que finalement cette personne-là puisse prendre une décision la plus éclairée possible selon sa perspective à elle. Ceci pour dire que, éliminons cette question-là qui a été traitée, hein, et venons-en à la capacité générale, hein, des citoyens à participer à une entreprise comme celle-là. Primo, il ne faut pas oublier une chose. Hein, c'est que là, on s'insère dans un cadre historique où ce mécanisme-là, essentiellement, hein, est absent de notre système notre système politique. Et donc, on a un peu le fardeau de la preuve de notre côté de démontrer au moins, hein, d'un point de vue intellectuel que c'est possible, mais on a de plus en plus de jus, hein, pour expliquer que, écoutez, il y a des citoyens qui se sont réunis, qui ont écrit une constitution, il y en a d'autres qui ont écrit une loi électorale, etc. Donc, on a des exemples historiques d'assemblées citoyennes qui ont été mises en place, qui ont très bien fonctionné, puis qui se sont penchés sur des questions qui n'étaient pas du tout les plus simples, comme le mode de scrutin en Colombie-Britannique. C'est l'exemple prime, à mon avis, hein, dans l'ensemble des exemples qu'on a, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, et puis, il y a beaucoup d'autres expériences, si on fouille, là, qui ont été faites et qui démontrent que effectivement les citoyens sont capables de raisonner, de changer d'avis, hein, de réaliser qu'il manquait peut-être quelques pièces d'information avec l'opinion superficielle qu'il y avait en arrivant, et puis qui sont capables d'en arriver à des conclusions qui sont tout à fait légitimes. Ceci pour dire que, hein, il y a néanmoins, hein, à travers cette question-ci, une autre question qui se pose. Et cette question-là, finalement, c'est quelle place on doit ou on peut donner à des institutions citoyennes tirées au sort dans notre système politique. Donc, c'est directement lié, finalement, à ce qu'on croit ou ce qu'on conçoit être la capacité
de ces citoyens-là à jouer un rôle dans nos institutions politiques. Encore une fois, cette question-là, on la pose dans un contexte historique où on a une montagne devant nous. Il ne faut pas se le cacher. On a un peu le fardeau de la preuve à démontrer que c'est possible. Il y a de plus en plus d'exemples, je me répète, mais qui nous montrent que c'est effectivement très possible. Mais ce que je veux dire, c'est que au fil du temps qu'on avance, ça va devenir beaucoup moins... les résistances vont tomber plutôt vite. C'est les résistances humaines essentiellement. Il ne faut pas insulter l'espèce humaine, mais on est un peu bête. En ce sens que quand on lance l'idée d'un point de vue intellectuel comme ça, les gens ont des réactions. Mais là, si on leur dit « Ah, ça s'est fait », là, ils disent « Ah, c'est correct ». Puis ils passent à autre chose. Puis c'est fini dans leur tête. Ça s'est fait, c'est correct. Puis c'est un peu comme l'idée aussi qu'il y a dans le mouvement de réforme en général. On arrive avec une idée qu'on voudrait changer quelque chose, mettre en place un système qui n'existe pas. Là, il y a un ensemble de questions qui se posent, puis ça réagit fort, fort, fort. Mais si on leur dit, ce système-là, en fait, on parlait d'un système qui existait dans un autre pays, là, il n'y a pas du tout ces résistances-là. L'humain n'est pas... en tout cas instinctif, là, et pas très, très nécessairement extrêmement raffiné à ce niveau-là. J'ai pu par ailleurs voir ça dans des milieux où on pourrait être surpris. Dans le milieu de réforme lui-même, à l'époque, je suggérais j'explorais sérieusement l'idée que ce mouvement de réforme-là sur le mode de scrutin pousse pour une assemblée citoyenne. Et puis, il y a des gens qui étaient là, qui étaient absolument... qui trouvaient ça, que ça allait beaucoup trop loin pour eux. Puis c'est des gens qui, là, aujourd'hui, je vois leur nom mentionné parmi les experts qui interviennent autour de l'Assemblée citoyenne. Fait que ça en dit long, bon, sans commentaire, là, mais je veux dire, c'était... à cette époque-là, je voyais que finalement, leur réaction, c'était essentiellement... en tout cas, faut pas faire une lecture d'intention, là, mais il y avait un peu une idée que, c'est notre place à nous autres, puis c'est pas leur place à eux. Puis là, tu les vois autour d'un... Parce que ça a été créé, puis c'est là, puis il faut être là. Ça pour dire que les gens peuvent changer. D'expérience aussi, cette question-là de la capacité, là, je suis encore dans la généralité sur cette question-là. Je ne suis pas encore rentré dans les points que je vais aborder, là, mais cette expérience-là de la capacité et ou cet argument-là, est-ce que les citoyens tirés au sort seraient capables ou non, il est évoqué par un certain type de personnes et dans certaines cultures, cet argument-là fait surface beaucoup plus que d'autres. J'aurais tendance à penser que dans la culture francophone au Québec, qui est élitiste corporatiste, en ce sens que la société civile au Québec est très puissante, et puis elle a un rôle particulier avec le pouvoir, et même dans ce milieu-là, il va y avoir une résistance parce que ils vont ils vont sentir finalement que le citoyen entre dans la game aussi. Puis instinctivement, ça va les déranger. Évidemment, une fois qu'il y a quelques expériences qui ont été créées puis qui ont participé, je pense qu'ils vont réaliser « Ah, peut-être qu'on s'était trompé. » Mais le régime électoral, c'est pas juste élire des gens. C'est aussi donner du pouvoir à ces gens-là qui transmettent par effet effet qui accorde à certaines personnes une ouïe particulière par rapport à d'autres, qui font entrer ces gens-là dans la même logique. Et puis c'est assez particulier. J'ai peut-être mentionné précédemment qu'il m'est arrivé de rencontrer un député d'une formation qui se dit progressiste au Québec, pas n'importe lequel, un des chefs de cette formation-là à cette époque-là, que je lui mentionne cette idée-là, pensant que, en me disant cette personne-là va être un peu de mon bord, je me disais, j'avais quand même ça me semblait évident que c'était une idée qui était un peu plus progressiste d'une certaine manière, immédiatement, une réaction, les élus, c'est un peu nous, puis ça on peut pas, ça marchait pas dans sa tête. Puis c'était pas n'importe qui, là. C'était pas quelqu'un qui savait pas un peu réfléchir. Puis je suis pas en train de dire qu'il y avait il y avait certainement pas une connaissance excellente de ce sujet-là. Mais autrement dit, c'était une réaction instinctive. Là, c'était quelqu'un qui visait à se faire élire, qui s'est éventuellement fait élire, et qui n'était pas le pire des députés à l'Assemblée nationale. C'était quand même une personne qui était
comparativement aux autres. On peut dire qu'il était parmi les meilleurs. Hein. Mais un autre exemple que j'ai, hein, c'est à un moment donné, j'étais en Australie et puis je m'en allais à où je participais à ce moment-là comme observateur là, à une assemblée citoyenne qui avait été créée là-bas, hein, avec tirage au sort. Et dans l'autobus, je croise un fonctionnaire. Je ne sais pas à quel niveau il était, peut-être intermédiaire. Il avait l'air plutôt jeune, donc il devait pas jeune, mais il avait pas l'air si ancré que ça dans la fonction publique. Hein. Puis je lui explique cette idée-là de tirage au sort, citoyen de tirage au sort, puis pour lui, c'était, ces gens-là, leur opinion vaut rien. Ben, il me l'a pas dit de même, là, mais je voyais qu'il y avait une résistance forte, puis il comprenait pas cette idée-là. Hein, il pouvait pas saisir comment un citoyen pourrait décider quelque chose dans une démocratie. C'est ironique, de le dire comme ça, c'est ironique à mort. Puis là, c'était juste consultatif, évidemment. J'avais peut-être mentionné le fait, mais je veux dire, c'est ironique quand on y pense. Il y a une ironie profonde, en fait, de voir des gens dire les citoyens ne pourraient pas participer au processus décisionnel, mais ils seraient aptes à choisir les meilleurs représentants politiques. Entre vous et moi, là. Si les citoyens, dans leur tête à eux, ne sont pas capables de faire une bonne décision, hein, après délibération dans le cadre d'une assemblée citoyenne, en quoi est-ce que les citoyens seraient aptes à choisir les représentants? Autrement dit, leur raisonnement se tient absolument pas. Il se défait comme ça en 2-3 mots quand on a ce genre de personnes-là devant nous, ou du moins dans le cadre d'un débat ou quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas sous-estimer néanmoins la réalité d'une réaction comme celle-là. Et il ne faut surtout pas sous-estimer de quel quartier à l'intérieur de la population, de la société, vont venir les réactions contre ce phénomène-là. Hein. Ils vont venir de partout et soyez absolument certains que ça va inclure le monde académique. Hein. Ça va inclure le monde académique, ça va inclure la société civile, ça va inclure les médias certainement, les politiciens bien sûr. Hein. Tous ces gens-là, il va y avoir des résistances fortes. Hein. Et cet argument-là, insidieusement probablement, hein, risque d'être un argument assez clé hein, dans la lutte idéologique, là, on peut dire, pour faire porter notre point de vue que oui, c'est possible que les citoyens participent. Évidemment, je sais que je me répète, mais il y a de plus en plus d'expériences qui viennent conforter l'idée que, de toute évidence, les citoyens sont capables de prendre des décisions eux aussi. Ceci étant dit, il y a quelques points qui méritent néanmoins d'être expliqués ici. Hein? Et le premier, hein, c'est à l'effet que dans l'Assemblée constitutionnelle en particulier, là je dis en particulier parce que plus tard je vais parler d'autres, je vais énoncer une proposition plus large de réforme institutionnelle au Québec qui inclurait une assemblée citoyenne dans une chambre bicamérale, donc dans un parlement bicaméral, donc dans un parlement où il y aurait deux chambres. Hein, il y aurait une des deux chambres que je vais proposer qui soit citoyenne et une autre institution aussi. Hein. Et donc là, je suis pas en train de pousser pour ça, mais ce que je suis en train de dire, c'est que dans le modèle institutionnel que j'ai bâti, où l'Assemblée constitutionnelle est la pièce clé, hein, de ce modèle-là, mais les citoyens hein, sont mis dans une position qui est fort différente de celle que d'être dans le feu de l'action. Hein. Autrement dit, dans un parlement normal, hein, il y a des représentants qui sont ministres, qui font partie de l'exécutif, et le gouvernement, il faut que ça avance, il faut qu'il fasse des choses, il peut pas, il n'y a pas un rôle exactement de recul. Hein, il est dans le feu de l'action, puis le Parlement, incidemment, est aussi dans ce jeu-là. Hein. Entre autres,
la genre de médiatisation un peu bête qu'on a fait autour de ça, hein, qui fait en sorte que là, on va prendre les opinions des autres partis, puis on va faire un supposé débat avec ce qu'ils vont nous dire, hein, fait en sorte que les partis d'opposition sont dans la même game, hein, puis que le Parlement en entier doit constamment jouer ce jeu-là pour tenter d'impressionner l'opinion publique via les médias. Ceci pour dire que les citoyens tirés au sort ne sont pas du tout mis, dans ma perspective du moins, dans une situation comme celle-là. Ils sont mis dans une perspective où, premièrement, ils regardent le long terme. Hein. J'appelle ça contemplatif quasiment. Hein. C'est dans les questions constitutionnelles, c'est des questions sur le long terme. Hein. Ils n'ont pas à pondre une décision rapidement. Ils peuvent prendre l'entièreté du temps qui leur semble nécessaire pour pondre une bonne décision. Hein. Ils peuvent étendre un petit peu s'ils sentent qu'il y a nécessité de digérer un petit peu plus les informations, qu'il y a de nouvelles choses qui se présentent à eux. Hein. On est toujours sur des questions de long terme et il y a certainement jamais de... Bon, il faut quand même que les choses avancent un peu, mais il n'y a pas... il n'y a pas de contexte où ils doivent répondre à une pression extérieure, si on peut dire. Hein. Comme un politicien doit être capable de jouer cette game-là, puis constamment d'être à l'affût. Dans le cas ici, le citoyen est un peu à l'écart de ça. Évidemment aussi, hein, il n'est pas inintéressant de mentionner, là, je rentre un peu dans une comparaison avec l'élection qui n'est pas nécessairement la meilleure, mais ça reste le point de référence pour beaucoup de gens. L'élu, lui, hein, il y a le parti politique qui pousse dans le derrière. Il y a son chef de parti qui dit des affaires, puis il ne faut pas qu'il dévie de ça. Il y a les médias auxquels il doit s'assurer qu'il plaît, parce que sinon, il ne se fera pas réélire. Il y a ensuite, éventuellement, il y a la production législative, mais là, il faut qu'il soit dans sa circonscription, puis qu'il écoute les citoyens, puis les différentes personnes, puis qu'il prenne ça, puis qu'il essaie de ramener ça un peu au Parlement, qu'il défende sa place, puis sa circonscription au Parlement. Puis finalement, après 2-3 ans, il faut qu'il commence à penser à la prochaine campagne électorale, puis que là, on organise des bonbons électoraux, puis qu'on organise aussi la campagne en tant que telle au sein du parti politique. Autrement dit, là, hein, toute cette game-là qui fait partie du système électoral, le citoyen n'est pas là-dedans. Il n'a pas besoin de faire ça, puis il n'est pas là pour faire ça. Puis tout ce qu'il a à faire, c'est déterminer, prendre la meilleure décision possible sur les sujets qui lui sont présentés. Et il n'y a pas à se préoccuper de son image, du budget de son parti, puis de la capacité d'être réélu, d'être resélectionné dans ce cas-ci. Il ne peut pas être resélectionné. Hein. Et donc, et même s'il pouvait, c'est hors de son contrôle. Hein. Et donc, le citoyen n'est pas mis dans la même situation que l'élu. Dans d'autres institutions citoyennes que je propose, hein, c'est différent un peu, mais c'est sensiblement la même chose. Le citoyen ou les institutions citoyennes, plutôt, hein, si on veut le prendre en termes d'assemblée, sont mises dans une position, là, hein, plus de vigile par rapport aux législatifs existants. Hein. Ils peuvent avoir un rôle plus actif, mais leur rôle essentiellement, hein, c'est faire vigile là-dessus. Ils ont des pouvoirs propres aussi qu'ils doivent traiter, mais c'est d'avoir une relation là, d'attention particulière à ce qui se passe là et de s'assurer que ça ne va pas hors du sentier de l'intérêt général. Hein. Et Là, je suis en train de parler d'une institution dont je parlais qui s'appelle l'Assemblée citoyenne du Québec, dont je parlais dans la partie 7. Mais c'est tout simplement pour vous illustrer, hein, que il faut se poser la question où est-ce qu'on met les citoyens dans notre système institutionnel, puis quel type de pouvoir on leur donne. Dans le cas du modèle que je vous présente, hein, je ne les mets pas du tout dans le feu de l'action. Ils n'auront pas autant les caméras médiatiques braquées sur eux qui vont vouloir avoir la dernière petite parole qui sort de leur bouche. Là. Hein, c'est pas ça qui est important dans ce cas-ci. Et donc, ils vont avoir on pourrait même aller jusqu'à évacuer un peu ce genre de médias-là niaiseux autour de ces gens-là, puis leur donner vraiment on filmerait les débats néanmoins, mais leur donner
un espace plus sain, hein, que d'avoir des nonos avec les caméras qui viennent à chaque fin de session pour leur poser des questions. Ils ne sont pas des représentants de partis politiques, puis donc, si jamais il y a des choses comme ça qui se passent, on pourrait aller jusqu'à considérer de l'interdire. Ceci pour dire que, hein, non, je parle juste de la petite question des médias, ici, le petit point que je viens de faire, mais les citoyens, donc, sont dans un rôle plus contemplatif, essentiellement, ce qui diffère fortement, hein, du rôle du rôle des élus. Et dans cette... Bon, contemplatif, c'est un terme, évidemment, là, je ne sais pas si c'est le meilleur terme pour décrire leur activité, mais un élément de ça, hein, c'est que eux, contrairement aux élus, ont le temps sur les mains. Hein. Évidemment, ils ont un mandat. Hein, donc, ils savent qu'ils sont là pendant un certain nombre de temps, mais en tant qu'institution, ils peuvent prendre le temps de très bien analyser une question, du fait que c'est des questions d'une très grande importance. Hein, et ils n'ont pas, à trancher la question avant la fin de leur mandat, puis ils n'ont pas à trancher la question le plus vite possible. Hein. Ils peuvent prendre le temps nécessaire et ils ont une plage horaire là, un peu plus sur le long terme. Hein, ce qui est nécessaire pour se pencher sur des questions constitutionnelles et ce qui fait en sorte, encore une fois, qu'ils sont dans un autre état d'esprit finalement. Hein. Ils cherchent à bien comprendre en profondeur une question, puis non pas à répondre à une question d'image. Pour simplifier, si on compare encore une fois avec les élus. Puis cette comparaison-là, elle est hors propos de toute manière, d'une certaine manière, là, mais je la fais parce que le raisonnement sur la capacité est basé beaucoup sur cette question-là. Sur ce point de comparaison-là. Le second élément que j'aimerais traiter ici, c'est que, encore une fois, hein, en ce sens que là, je fais un aller-retour avec le système électoral, hein, avec la logique du système électoral, il y a une incompréhension profonde, je pense, dans la société en général, du rôle de l'élu, hein, et qui par ricochet, là, on projette un peu sur les citoyens tirés au sort. Cette incompréhension profonde-là, hein, c'est que dans le cadre d'une assemblée, citoyenne ou élue, hein, ces institutions-là ne s'inscrivent pas hors de la société, hein, et particulièrement dans le cadre d'une assemblée de citoyens, leur rôle, ce n'est pas de décider à notre place. C'est pas d'être là puis que nous, on n'ait plus de pouvoir, les citoyens. Hein. Leur rôle, c'est d'être là pour écouter les autres citoyens et déterminer dans ce dialogue-là, en tant qu'échantillon de la population, qu'est-ce qu'ils retirent de ça et qu'est-ce qui est parmi ces idées-là, les points de consensus puis les meilleures idées qu'il faut retenir, étudier davantage et exposer sur la base de ce consensus-là, se mettre à avancer. Hein. Bon, là, excusez-moi, là, je suis allé un peu trop, j'étais un peu à l'arrache. Hein, il faut dégager les consensus. Une fois qu'on a ça, on sait un peu où on s'en va. Hein, mais il faut aussi dégager les bonnes idées. Puis une fois qu'on a ça, on sait qu'est-ce qu'il y a à approfondir. Je veux dire simplement. Hein. Mais la tâche des citoyens, c'est pas de pondre des idées. Hein. Et c'est déterminer dans la société existante quelles sont les bonnes idées. Et il peut arriver, hein, qu'à un moment donné, s'ils perçoivent qu'il y a vraiment comme deux camps qui s'entrechoquent, qui posent la question à la société elle-même, est-ce qu'on ne peut pas concilier ces deux éléments-là? Ou qui essayent même, peut-être avec des experts ou eux-mêmes, avec l'expertise citoyenne qu'ils ont acquise, de tenter de concilier deux points de vue. Mais c'est à peu près le plus à ce point de vue-là qu'on peut leur demander. Autrement dit, ils ne sont pas dans une salle en train de décrire la Constitution du Québec, sont dans des salles où il y a un dialogue avec la population, avec les experts, avec la société civile, avec tous les intervenants qui veulent se prémunir d'un droit de parole et sont là pour les écouter et pour retirer les propositions et faire de l'ordre là-dedans pour le reste de la société. Et la raison, quand je disais que ça dérive d'une incompréhension du rôle de l'élu, c'est que l'élu, écoutez, c'est une drôle d'image, hein, mais retenez-la. Hein. Si on élisait 125 personnes au Québec, hein,
puis on les isolait dans l'Assemblée nationale, qu'il n'y avait plus d'administration, qu'il n'y avait plus de juristes à côté d'eux autres, qu'il n'y avait plus de conseillers, qu'on les mettait là, hein, puis qu'on leur disait, on les nourrissait, puis on les alimentait, puis il y avait l'hygiène de base, là, hein, il y avait quand même, il y avait une vie normale, mais qui était complètement isolée de toute interférence extérieure, puis qu'on disait à ces gens-là d'écrire la loi. Hein, c'est ça leur fonction première, ces gens-là ne seraient pas capables de le faire. Il y a quelques personnes à l'intérieur de l'Assemblée qui seraient peut-être capables. Il y a certains juristes qui seraient là qui seraient capables probablement de mal le faire. En ce sens qu'il n'y aurait pas toutes les compétences, puis il manquerait de compétences à l'intérieur de l'Assemblée pour pouvoir le faire correctement partout. Hein. Puis s'il s'avère que ces personnes-là ne sont pas dans le parti du gouvernement, il aurait l'air innocent. Hein. Mais ce que je suis en train de dire, là, c'est que vos législateurs n'écrivent pas la loi. Hein. Il y a un ensemble de gens autour d'eux qui les conseillent, puis qui traduisent en termes légaux ce qui est dit dans ces assemblées-là. Puis là, une fois que ça a été fait, oui, ils vont la lire, puis ils vont regarder, puis ils vont dire, bon, on veut aller d'un bord ou de l'autre, mais c'est pas... ils n'ont pas les habiletés techniques pour faire cette tâche-là. Mais c'est surtout pas comme s'ils décidaient de manière immunisée du reste de la société. Les élus ont une panoplie de conseillers, ont un parti politique avec des groupes d'experts dans différents comités derrière, puis c'est finalement ces gens-là qui pensent vraiment. Puis la vraie fonction de l'élu, je vous le cache pas, c'est d'être une belle face pour votre TV. C'est pas de prendre... éventuellement, il va prendre des décisions comme ça, mais sa véritable... valeur marchande là, pour un parti politique, c'est parce que c'est une belle face. C'est pas parce que il y a grand-chose dans la tête. Parce que si on élisait vraiment les gens qui prennent les décisions, ça serait compliqué. Puis le parti politique est une organisation qui organise essentiellement ça. Mais je veux dire, ces gens-là seraient un peu partout, puis des fois ils seraient là, des fois ils ne seraient pas. Puis on serait peut-être surpris de savoir qui finalement, si on ferait une analyse profonde des processus décisionnels là, qui, disons, forgent. Prenez quelqu'un comme le premier ministre du Canada. Là, ce gars-là, rien dans la tête. Là, il n'est pas capable de dénoncer des politiques. Il y a plein de penseurs dans le Parti libéral qui sont capables, mais c'est un excellent exemple d'une coquille vide au point de vue intellectuel et d'une personne qui, en revanche, se présente bien devant une caméra de télévision. Puis les gens aiment ça, parler de comment il s'habille, puis quoi il a l'air, puis comment sa femme a l'air ce jour-là. Mais en termes intellectuels, il va de soi, pour moi du moins, là, vous me permettrez. Vous savez que je n'ai pas un grand éloge pour les politiciens au Québec, mais si on explore à l'intérieur de notre petite planète, il y a peut-être moins, il y a moins de j'ai encore moins d'appréciation pour d'autres secteurs, disons d'autres pays ou d'autres parlements. Hein. Dans ce cas-là, je pense que c'est non seulement un bon exemple, mais c'est peut-être l'exemple prime aujourd'hui. T'sais, ce gars-là n'est pas à sa place, là. C'est un niaiseux. Le premier ministre du Canada, c'est un imbécile. T'sais. Il est vraiment pas... C'est même pas un imbécile, il est juste niais. Hein. Il n'est pas à sa place. Mais d'une certaine manière, il l'est. Parce que dans la logique électorale, dans le fond, c'est les médias qui runnent la game, puis les médias, ce qu'ils veulent, c'est ça. C'est un petit showman. C'est pas quelqu'un qui est capable de penser. Mais malheureusement, ce qui est inévitable, c'est qu'il y a quand même du pouvoir. Il va quand même nommer des gens, puis il y a quand même le dernier mot à quelque part. Mais dans ce parti-là en particulier, il faudrait vraiment se poser la question, moi c'est une question qui m'intrigue, qui décide vraiment? Qui énonce vraiment les politiques? Puis j'aimerais ça les connaître, j'aimerais ça connaître leur nom. Je sais que c'est probablement pas des députés. Puis que la gang qui gouverne, elle a du monde derrière qui savent un peu comment organiser ces choses-là. Mais là, c'est un exemple. Et je m'empêche pas de froisser des gens en le faisant parce que c'est un exemple qui est près de nous puis qui en même temps choque puis dit quelque chose. Prenez quelqu'un comme chez W, là, pensez-vous que W était vraiment si... Vous savez que Cheney derrière était celui qui pensait. C'était le petit diable derrière qui disait quoi faire dans l'oreille. C'est la même situation d'une certaine manière. Quelqu'un qui est clairement pas à la hauteur de la tâche en tant que telle, au point de vue
de pouvoir comprendre tous ces enjeux-là. Hein? C'en est triste qu'on en arrive à ça, mais tu sais, allez pas vous surprendre après que je veux passer à d'autres choses. c'est pour une raison particulière que je veux passer à d'autres choses, c'est parce que quand on constate ça, on se dit, là, ça a plus de bon sens. Hein? Et on ne peut pas se permettre dans nos sociétés modernes de jouer ce jeu-là, qui est un jeu dangereux. Hein? Il y a un ensemble de questions à se poser, mais entre autres, là, je sais que je dérive sur le système électoral, mais c'est toujours pertinent. Parce que quand on parle du tirage au sort, on parle du tirage au sort dans une société qui est bloquée par le système d'élection. Ces gens-là, tu sais, posent un risque pour la société bon, donnent un mauvais exemple, hein, finalement font en sorte que, d'un point de vue civilisation, on s'en va vers la déconfiture en suivant des gens comme ça. Ce qui est absolument certain, puis c'est clair qu'il y a une diminution profonde là, du rôle même du politique dans nos sociétés. Et c'est ça que je veux dire, c'est que l'ironie de tout ça, hein, c'est qu'il y a du monde qui veulent qu'il soit là. Évidemment, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ce soit des niais qui gouvernent, parce que ça leur met pas quelqu'un dans leur face, entre guillemets, qui va prendre des décisions, qui va faire de l'ordre dans la société, puis qui va dire ça c'est inacceptable, puis ça c'est acceptable. Il y a des choses acceptables, c'est plus facile d'accepter. Mais quand tu te fais dire que tu es une industrie, puis qu'il faut que ça change, ça fait mal pour ces gens-là, puis ils veulent pas ça. Hein? Puis quand tu as beaucoup d'argent, puis tu as quelqu'un qui me dit qu'il va falloir que ça revienne un peu d'où ça vient, hein? Puis tu participes à une société, puis ton argent, il n'est pas juste toi qui l'as, tu l'as pas créé de rien, ça fait encore plus mal. Et donc, c'est ces gens-là, hein, qui veulent avoir des niais comme W puis des niais comme Trudeau au pouvoir pour pouvoir continuer d'agir comme ils veulent. T'sais, ils savent que ces gens-là sont plus facilement manipulables. Autrement dit, ils voient, puis ils voient dans son évolution politique comment ces personnes-là sont plus facilement, disons, influençables. Hein? Puis tu mets un Cheney à côté, puis c'est fait. C'est réglé. Il n'y a plus de problème après. Tu enlèves Cheney là, avec W dans la vieille présidence de W, puis là, tu auras un problème majeur. Si tu enlèves Cheney puis plein d'autres mondes, là, mais je veux dire, là, tu t'apercevras encore plus que c'est une coquille vide. Dans le cas du Canada, bon, on peut passer, là, mais je veux dire, c'est aussi désolant, puis c'est plus pernicieux même. Hein? Parce que là, t'as quelqu'un aussi qui sait quand même un peu comment jouer la game. Il n'y a pas grand-chose dans le cerveau. Hein? Le premier ministre du Canada, ça c'est évident, mais il sait un peu comment jouer il a appris comment jouer la game médiatique. Puis il se comment dire, il se prélance dans le milieu-là, ou disons, il utilise cet outil-là, hein, d'une manière qui fait en sorte qu'il se rend utile d'une certaine manière à son parti en faisant ça. Hein. Mais incidemment, il prostitue la fonction de premier ministre du Canada. Il ne faut pas se le cacher, là, hein, c'est pas quelqu'un qui a les compétences pour être dans une position comme celle-là. Puis le Parti libéral enfin, on pourra peut-être laisser cette critique-là de côté, mais disons qu'il ne fait pas un grand éloge de son sérieux, hein, en poussant une candidature comme celle-là. Mais ça illustre aussi, on reviendra à cette question-là dans le point 7, dans le point 8, pardon, ça illustre l'influence énormissime, et puis surimportante, hein, over important, là, l'éminence finalement des médias dans notre système politique. Il y a des politologues qui se sont penchés là-dessus, puis qui en sont venus à la conclusion, hein, qu'on est passé d'un système de partis politiques à un système de médias essentiellement, puis que la game, c'est pas une grande découverte là aujourd'hui, mais il y a 20 ans, c'en est une, puis on a comme pensé ça, puis que la game se joue clairement là, hein, et que c'est finalement, hein, les médias qui sont les kingmakers, puis qui font puis qui défendent les gouvernements. Ceci pour dire que, hein, dans le cas qui nous occupe, l'Assemblée citoyenne, vous me pardonnerez la grande parenthèse,
Dans le cas qui nous occupe, l'Assemblée citoyenne, l'Assemblée constitutionnelle, hein, il ne faut pas confondre avec... d'un, il faudrait comprendre la position des élus, hein, mais ceci étant dit, hein, eux sont clairement dans une position où il s'agit de soutirer les propositions qui émanent de la population et de faire sens de tout ça, pour le dire simplement. Hein. L'Assemblée constitutionnelle est aussi... il y a une autre manière de l'exprimer qui serait peut-être intéressante pour les gens qui s'intéressent à la démocratie participative, comme concept, comme idée. Hein, c'est que là, ce dont on est en train de parler, d'une certaine manière, hein, c'est d'un exercice de démocratie participative de masse, hein, avec une assemblée citoyenne constitutionnelle au centre, hein, qui organise le débat, qui alimente le débat, qui stimule d'une certaine manière, hein, et qui rassemble les grandes idées, puis qui recrache, entre guillemets, ou repropose à la situation la digestion de ces idées-là. Puis là, il y a un mouvement. C'est un peu comme si ça respire. Hein, ça se contracte, ça se digère, puis ensuite, on réexpose au reste de la population les résultats de ces délibérations-là. Et puis là, il y a un autre feedback, hein, où la population nourrit par rapport à ces propos-là, hein, et continue la discussion, le dialogue avec leur assemblée constitutionnelle. Hein. Mais puis tout ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, ça va de soi, là, mais il ne faut pas l'oublier que ça fait partie, quand je dis que leur rôle, c'est d'écouter les propositions du reste de la société, c'est un peu ça que je veux dire. Mais un point qui serait intéressant d'un point de vue divers, là, mais c'est que, dans le fond, hein, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de démocratie participative de masse comme ce dont on est en train de parler maintenant. Hein. Quand un gouvernement organise un référendum, c'est partisan, c'est politique, c'est pas une... il n'y a pas cette relation de dialogue-là avec la population. Il y a un peu de consultation, puis on veut faire comme si, mais il n'y a pas un dialogue aussi profond. C'est pas d'égal à égal, c'est pas de citoyen à citoyen. Puis dans les expériences de démocratie participative plus locales, régionales, c'est toujours suffisamment proche en termes de préoccupation puis de distance à parcourir, même pour les gens qui vont assister à ces assemblées-là, pour on est à un autre niveau, on est essentiellement au niveau municipal. T'sais. Mais là, il s'agirait au niveau des nations elles-mêmes, hein, au niveau des pays, d'organiser un exercice comme ça, hein, de démocratie participative de masse. Et je pense que ça devient intéressant, hein, là, dit comme ça, pour les gens qui s'intéressent à la démocratie participative. J'avais je vais être parfaitement honnête avec vous, j'avais un troisième point, puis là j'ai oublié c'était quoi. D'où l'intérêt parfois de prendre des notes avant de commencer une présentation. Laissez-moi penser un petit peu si ça me revient à l'instant, sinon j'en ferai l'objet d'une autre présentation. C'était quoi donc ce troisième point-là? Ah oui, c'est ça. C'est que, bon, là on parle encore de la capacité générale des personnes tirées au sort d'exercer des mandats comme ça. Et là, il y a une drôle de question qui se pose, qui est en fait, bon, il y a la question de la capacité, hein, mais mélangé à ça, tu as des avantages aussi d'être tiré au sort par rapport à l'élection, qui font en sorte que, puis des avantages que je classerais dans l'ordre éthique et moral notamment, hein, qui font en sorte que ces citoyens-là sont dans une meilleure position que le seraient des élus pour accomplir leur mandat. Et la raison de ça, hein, bon, premièrement, il y a peut-être plusieurs arguments à faire ici, là, mais ou plusieurs manières de présenter la chose, mais ils ne sont pas dans toute la poutine d'un parti, ils n'ont pas un chef de parti qui leur dit quoi penser, hein, ils n'ont pas
Ils n'ont pas à faire des campagnes électorales, ils n'ont pas à chercher du financement dans la population pour faire ces campagnes-là, ils n'ont pas à plaire aux médias. Hein? Évidemment, il ne s'agit peut-être pas non plus de leur être aussi déplaisant avec eux que moi je peux l'être, là, mais ils n'ont pas à, disons, leur destin en tant que citoyen ne dépend pas de ce que les médias pensent d'eux. Hein? Ils peuvent dire franchement ce qu'ils pensent, puis c'est un peu de ça c'est à ça qu'on s'attend. Hein? Évidemment, la possibilité de porter leurs propositions devant la population ensuite nécessite quand même, disons, un contact avec les médias, il ne faut pas se le cacher, mais ils ne sont pas dans la même situation comme ça par rapport aux élus. Et par ailleurs, hein, dans la section 8, je vais vous présenter quelques idées sur comment on pourrait radicalement changer ce paysage médiatique-là qui est médiocre. Hein, dans toutes les démocraties électorales, les médias sont devenus un agent néfaste du pouvoir, essentiellement. Je vais vous présenter quelques idées sur comment on pourrait changer ça. Pas juste déconcentrer les médias, là, mais changer le type de médias qu'on a. Et je vous renvoie à la section 8 pour ça, vous comprendrez que c'est quand même une autre question. Ceci pour dire que les citoyens ne sont pas dans l'obligation d'être élus, essentiellement. Et ça leur donne une liberté de conscience, puis d'action, puis de réflexion, où ils peuvent se concentrer sur ce qui est devant eux. Hein. Et je pense qu'on peut compter aussi sur, généralement, l'honnêteté du citoyen. Hein. Et là, encore une fois, hein, je fais un petit peu un aller-retour parce que je sais que cette critique-là vient sur la capacité nous vient d'un monde électoral avec certaines conceptions. Il me semble absolument clair que cette question-là de l'honnêteté n'est pas nécessairement le point fort de notre régime électoral. On a juste regardé au Québec, là, on a une bonne moitié de l'Assemblée qui, si on avait un critère d'honnêteté fort, ne serait pas là. Hein? Serait peut-être dans certains cas même dans des institutions de réadaptation ou de correction. À certains moments dans l'histoire, du moins, là, si on regarde un gouvernement comme le gouvernement Charest, il y a beaucoup de ces gens-là qui auraient plus leur place en prison qu'en liberté présentement. Ceci pour dire que, pour réfléchir, hein, bien sûr, à leur comportement. Ceci pour dire que, on peut être variable sur notre critique qu'on fait de l'honnêteté des politiciens. Les politiciens n'ont pas une très haute... la population n'a pas une très haute estime de ces politiciens. Et je pense que c'est dommage d'une certaine manière, mais c'est honnête comme perspective. Et je pense que les citoyens ont raison. Oui, il y a des politiciens qui sont honnêtes, qui essayent de faire une bonne job. Je ne vous le cacherai pas, des élus, là, mais sont pris dans une mort de personnes puis dans des partis politiques qui, dans le fond, à la tête, veulent prendre des raccourcis d'une certaine manière, puis ont plein d'autres intérêts qui viennent se mélanger à ce que devrait être l'unique objectif d'un État, hein, ce qui est de représenter l'intérêt général. C'est ça qui est ironique, c'est qu'on en est venu quasiment à accepter que c'est pas juste ça. Mais dans le fond, un État, ça ne devrait être que ça. Et tout ce qui sort de ça devrait être considéré fortement inacceptable. Tandis que là, tu as la grande majorité des députés à l'Assemblée nationale qui représentent beaucoup plus d'autres intérêts que ceux de la population. Ils vont tenter de les concilier puis de dire qu'ils font comme si, là, ou de se présenter comme s'ils étaient dans l'intérêt de la population, mais fondamentalement, sont sous influence d'autres acteurs qui les poussent puis qui les tirent dans différents sens. Dans ce cas-ci, avec le tirage au sort, encore une fois, le citoyen, il n'y a pas à répondre à tout ça, mais je pense que le citoyen moyen, comparativement à des gens qui recherchent le pouvoir et qui sont prêts à rentrer dans cette game un peu, j'allais dire corrompu, il ne faut pas exagérer, là, mais disons, où la corruption rôde fréquemment autour de l'Assemblée nationale, il me semble absolument clair, on peut compter sur avoir des gens plus honnêtes en les tirant au sort qu'en les élisant. Ça me semble absolument clair là, dans ma tête, que le citoyen moyen veut quand même faire quelque chose de bien pour sa société. Puis qu'il n'y a pas grand intérêt de toute manière à agir de manière malhonnête, entre guillemets. Ça serait dans l'intérêt de qui, de quoi. À la limite, ce serait dans ses idées personnelles, mais ça reste un peu, en tout
tout cas, il y a pas, je vois mal comment le citoyen serait un crosseur éponyme comme Jean Charest, tu sais, ou des gens comme ça, tu sais, avec plein de gens qui étaient sous lui, là, tous ses ministres, etc. Mais, tu sais, il n'y aura pas, puis même s'il y avait un citoyen qui était dans une position comme ça, tu sais, il ne sera pas dans une situation pour, justement, émerger comme le chef des crosseurs. Excusez-moi de le dire, mais c'était ça, tu sais. Dans ce gouvernement-là, j'étais un peu vieux, puis je parle du passé, parce que c'est ce que je connais. T'sais, vous me pardonnerez là, d'épargner ceux qui sont là présentement. Peut-être qu'ils ne veulent pas non plus se faire écorcher trop, fait qu'il y aurait peut-être intérêt à pas trop insister sur la chose. Donc, ceci pour dire que on peut compter sur une plus grande moralité des citoyens tirés au sort. Ils ont aussi un autre avantage qui est là, moral, intellectuel puis psychologique un peu, qui est que l'élu, malgré le très peu de considération que je peux avoir pour les élus, pas malgré ça, mais plutôt, enfin, à mon avis, les élus sont pas des gens très, très, très qualifiés pour être là. Mais malgré ça, le fait qu'ils sont élus, que les médias leur donnent beaucoup d'attention, que leur parti les a mis là, que les gens, tu sais, ils ont sélectionné parmi la masse, qu'il y a eu un combat politique pour arriver là, une élection, tu sais. Là, une fois qu'ils sont là, cachons-nous là pas, ils se pensent un peu bons. Ils se pensent, ils pensent qu'ils ont mérité leur place. Et ça, quand on a des niais comme ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que tu as des gens qui ne connaissent pas beaucoup ou qui n'ont pas nécessairement de grandes compétences intellectuelles et qui pensent qu'ils ont une meilleure opinion ou une meilleure perspective que d'autres. Et on leur a dit, les médias leur ont dit essentiellement, vous avez gagné, vous êtes les meilleurs. Fait que ça, c'est d'un danger extrême. De l'autre côté, pour encore une fois aller voir de l'autre côté de la barricade, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, de la barricade de l'autre côté de la clôture, tu as des citoyens qui savent qu'ils n'ont pas toutes les connaissances pour prendre des décisions avant même de prendre une décision. Fait que là, ça part bien. Ça part bien parce que ces citoyens-là vont rechercher le savoir, vont rechercher la connaissance, vont apprécier qu'on leur apporte un point de vue éclairant, et vont lentement ensemble construire une compréhension de la question, au lieu de penser qu'ils ont déjà un peu la réponse parce que ils sont des grosses têtes comme les politiciens en question. T'sais. Je peux vous dire que j'ai pas, je dis ça, mais je pourrais les maltraiter un peu plus que je suis en train de le faire là, d'un point de vue verbal là, mais ce que je veux dire, c'est que le citoyen, lui, d'une certaine manière, d'un point de vue psychologique, part dans une situation idéale, où il se pose des questions. Il se pose la question, c'est quoi la bonne décision dans sur le sujet qu'on est en train de traiter. Et ça, soyez absolument certain que c'est très rare d'avoir des politiciens qui se posent ces questions-là. Je ne dis pas que c'est inexistant, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment la grande exception à l'intérieur de la règle qui est très différente dans le monde de l'élection. Ces gens-là, peu importe leur niveau intellectuel, pensent que c'est eux qui l'ont. Et c'est un peu en guillemets, ce que je disais, c'est ce que la société, puis les médias, puis la game leur fait croire. Et ça, c'est d'un danger extrême. Le citoyen qui sait qu'il ne sait pas, un petit peu, je paraphrase un peu l'idée socratique, c'est le début de la sagesse. Puis donc, c'est le début, dans ce cas-ci, d'une bonne décision, puis d'une décision éclairée. Et sur ce point de vue-là, encore une fois, je pense que les citoyens tirés au sort ont un avantage indéniable sur la bande de niais, excusez-moi, là, mais qui sont à l'Assemblée nationale. Je parle en général, il y a peut-être une quinzaine de députés qui méritent un peu d'être là. T'sais. Je dis un peu parce que je ne sais pas. Mais je parle en général, puis je ne voudrais pas penser que je ne suis pas capable de faire des distinctions entre les différentes personnes. T'sais. Je comprends qu'il y a des situations un peu différentes. Mais entre la grande majorité des députés qui sont dans une situation comme ça, puis des citoyens qui, eux, sont capables de s'élever au-delà de cet égo-là, essentiellement, puis de comprendre, qui recherchent une solution, je pense qu'on a un avantage intéressant là, avec cet outil-là qui est le tirage au sort. Et
Donc, sur cette question-là de la capacité, finalement, tu sais, en conclusion, on a un peu un paysage, je pense, différent là avec ce qui vient d'être dit que ce qu'on avait peut-être au début. Tu sais, au début, on sentait qu'on devait un peu démontrer que le citoyen était capable. Puis là, on pourrait en venir à se poser la question s'il n'est pas plus capable, hein, ou s'il n'est pas dans une meilleure posture, une meilleure position pour prendre certaines décisions. Mais encore une fois, tu sais, ils ne sont pas dans le même rôle de toute manière. Comme c'était le point 1 important que j'ai mentionné, tu sais, ils sont dans un rôle contemplatif de long terme. Ils sont dans un rôle où ils ont le temps, hein, où il y a le facteur temps qui change beaucoup de choses. Hein. Ils ne sont pas pris dans toute la patente partisane, médiatique, électorale. Hein. Encore une fois, c'est un grand avantage. Finalement, le deuxième point, ça a été de dénouer un peu ce malentendu-là sur des représentants politiques de différents types. Hein. Dans tous les cas, hein, il y a plein d'autres gens autour qui fournissent l'information à ces gens-là. Et dans le cas qui nous occupe avec les citoyens, leur tâche, en fait, c'est d'organiser ce débat-là. Hein. C'est pas juste d'écouter l'ensemble des intervenants puis sélectionner ce qui est le mieux, c'est d'organiser cette délibération-là puis de s'assurer qu'elle est organique et pleine et entière puis qu'on a bien pris le temps, qu'il y a une bonne... ça c'est bien, que le courant a bien passé, en bon québécois, entre les citoyens de l'Assemblée constitutionnelle puis la population en général, la société en général. On va le sentir à un moment donné qu'on est arrivé ensemble à une conclusion en tant que société. Hein. Ça va être la tâche un peu des citoyens qui sont là de s'assurer, hein, qui ont cette certitude-là. Et ceci pour dire, là j'ouvre un petit peu, hein, dans la partie 7, je vais explorer une idée qui est un peu plus futuriste, hein, je ne sais pas si je devrais la mentionner ici, en fait. Je peux vous le dire, là, mais c'est pas une idée à laquelle j'adhère maintenant. Hein, mais c'est clairement une idée à laquelle, dans les sociétés où on va introduire le tirage au sort, on va en venir à se poser cette question-là. Et cette question-là, ça va être, est-ce que, par exemple, c'est un régime présidentiel où il y aurait un exécutif élu directement par le peuple, donc au Québec, on élirait un président ou un premier ministre, et qu'on donnerait comme pouvoir à cette personne-là de former un cabinet ou un conseil des ministres. Hein. Dans un régime comme celui-là, hein, on pourrait se poser la question si l'élu même législatif, qui est un peu plus dans le feu de l'action, ne serait pas mieux d'être remplacé par des personnes tirées au sort. Je n'adhère pas pour l'instant à cette idée-là, hein, et le modèle institutionnel que j'ai bâti ne va pas dans ce sens-là, mais on peut voir sur la base de la réflexion qu'on a ici, hein, qui sera complémentée par quelque chose de plus d'aussi important, puis peut-être plus qui a une plus grande valeur dans le futur, qui va être complémenté par des expériences. Mais éventuellement, on pourra peut-être se poser la question si les élus eux-mêmes, au niveau législatif, ne feraient pas mieux de laisser leur place à des citoyens tirés au sort. C'est une question là qui aujourd'hui se pose même pas, je pense, dans la conscience de plusieurs personnes. On va voir que dans la partie 7, hein, il y a au moins une personne dans le monde qui s'est posé cette question-là puis qui en est venu à la conclusion que ce serait effectivement mieux d'avoir des citoyens tirés au sort. Je ne suis pas, encore une fois, de cet avis-là, mais autrement dit, là, on parlerait de législateurs un peu plus dans le feu de l'action. Mais là où je veux en venir, hein, c'est que finalement, cette question-là de la capacité, on peut la renverser puis la renvoyer de l'autre bord. Puis on peut sincèrement en venir à se poser la question si des citoyens tirés au sort ne seraient pas mieux en tant que législateurs que des élus. Fait que, watchez-vous, le monde qui pense que les citoyens ils ont approuvé qu'ils sont capables, ils ont peut-être aussi à démontrer qu'ils seraient meilleurs que les autres. Hein. Ne serait-ce que, puis là, il y a une question fondamentale, hein, qui n'a pas été discutée ici, mais qui l'a été précédemment, c'est que le citoyen, lui, tiré au sort, émane de la population, puis donc on peut être absolument certain que l'Assemblée est très représentative de l'intérêt général comparativement à une Assemblée qui est entre deux chevaux, comme l'Assemblée, comme n'importe quelle Assemblée élue, qu'il y a d'autres intérêts qui interagissent avec une Assemblée comme celle-là.
Puis donc, hein, on peut en venir à inverser, en fait, cette question-là. Puis je le mentionne ici parce que ça dit d'une certaine manière que il n'y a pas juste la question de la capacité des citoyens à se poser de remplir certains mandats, si on peut dire. Il y a aussi la question inverse, hein, de l'incapacité des élus à bien faire leur tâche, puis si les citoyens ne pourraient pas offrir une alternative à un moment donné dans nos sociétés pour ça. J'en suis pas venu à la conclusion, comme là je me répète, mais c'est important de le dire, hein, que c'est nécessairement le cas présentement. Pour les tâches dans le feu de l'action, je maintiendrai ce système-là et je mettrai en place des institutions citoyennes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, puis de débordement, puis que les élus sortent, hein, du champ de l'intérêt général. Cependant, ce que je veux dire, c'est que, je sais que je me répète là, mais vous savez que c'est un peu une mauvaise habitude que j'ai, mais que le citoyen pourra en venir à essentiellement faire ses preuves au point où on considère changer réellement profondément la nature des régimes politiques dans lesquels on est. Hein. Je pense que tout ça, hein, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire par rapport à cette question-là de la capacité des citoyens. Hein. Il s'agit peut-être en conclusion de réitérer que c'est beaucoup de blabla, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup d'idées que je suis en train de lancer ici, mais je mets un peu la table aussi pour des discussions futures sur le sujet, mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment tout ça, ça va être modifié, hein, par l'ensemble d'expériences qui est menée présentement au Québec et qui se sont faites ailleurs et qui vont faire réaliser au peuple, hein, au peuple au pluriel là, dans le monde, que c'est quoi un peu les capacités et les possibilités avec cet outil-là. Hein. Soit dit en passant, il faut quand même être vigilant. Hein. Les gens, par exemple, à l'INM sont dans une situation où ils ont entre leurs mains un peu l'outil démocratique du futur. Fait qu'il faut être vigilant pour bien le protéger et puis pas permettre une contamination avec une influence du monde des élus, si on peut dire, et faire en sorte que ce pouvoir citoyen-là soit indépendant et capable de donner l'exemple. Hein. Parce que, tu sais, on fait une expérience là, mais moi, la manière je le vois, c'est que ça, c'est vraiment une assemblée constitutionnelle essentiellement, tu sais, et puis qu'il y a certains correctifs qu'on aurait peut-être dû faire dans ce cas-ci, là, à l'INM, hein, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une apparence qu'on ne veut pas donner nécessairement à une assemblée comme ça, puis qu'on doit donc être jaloux de son indépendance. Hein. Un peu comme les Juifs à l'époque, on disait que tu avais un Dieu qui était jaloux, hein, jaloux des autres dieux. Il faut être jaloux de l'indépendance de l'Assemblée citoyenne et puis faire en sorte que ces gens-là soient immunisés, j'ose le dire, pour qu'ils puissent avoir une opinion dont on peut être sûr qu'il vient vraiment d'eux. Hein. Ça fait peur à beaucoup de monde, parce qu'il y a plein de gens qui veulent mettre la main dessus. Hein. Ils sentent un peu que c'est quoi la légitimité puis le pouvoir qui peut émaner d'une assemblée comme celle-là. Puis ces gens-là, il faut les écarter. Hein. Puis il faut être absolument clair qu'il y a des choses qui ne se font pas dans ce monde-là et que de mettre ses pattes là-dessus, c'est fort déplaisant pour des personnes comme moi. Là, je reste poli, hein, mais dans certains cas, là, peut-être que je vais dériver vers des commentaires plus déplaisants si je sens que c'est nécessaire de le faire. Tu sais. Et donc, justement, hein, dans la prochaine partie, on va aborder la question de l'indépendance de l'Assemblée constitutionnelle. Et là, on va voir certaines conditions qui sont absolument nécessaires à mettre en place. Puis on pourra faire un retour un peu sur des expériences qui ont été faites à travers le monde, dont le groupe Constitution, pour voir comment, hein, on peut, disons, se juger à l'aune de de l'indépendance qui va être exposée là, d'une certaine manière, hein, des critères d'indépendance qui vont être exposés là, tout en tenant compte, bien sûr, de la différence entre une assemblée institutionnelle financée avec plus de sous et des expériences qui sont faites au niveau de la société civile. Mais ça nous donne néanmoins un point de référence. Et donc, dans la prochaine partie, on aborde la question extrêmement importante. Enfin, excusez-moi, ça va être dans la partie, dans la troisième sous-section de la section 4. Hein. Avant d'en arriver là, excusez-moi, j'ai oublié
l'ordre correct de mes présentations, hein, dans la présentation qui va suivre immédiatement, après avoir traité sur toute cette question-là de la capacité posée de manière, disons, spontanée, hein, on va là aborder un ensemble de mécanismes par lequel on va pouvoir s'assurer que les citoyens vont être fin prêts pour l'exécution de leur mandat. Hein. Et donc, c'est des mécanismes innovateurs qui n'existent pas dans le monde électoral et qu'il va falloir penser puis repenser. Hein. Mais je vais vous donner un peu un plan de match, entre guillemets, là, temporaire puis préliminaire, pour, ou du moins quand même bien réfléchi, je pense, mais tu sais, un bon plan préliminaire, j'ose le dire, ou j'ose du moins vous dire que j'ai fait mon mieux pour bien préparer la chose, pour faire en sorte que les citoyens qui, au moment où ils sont pigés au sort, hein, évidemment, ne sont pas éminemment prêts à exercer une fonction comme celle-là. Mais là, dans le cadre institutionnel où on a une assemblée constitutionnelle, on peut leur donner le temps de se préparer. Et c'est essentiellement ça dont on va discuter dans la section qui va suivre. Et puis après ça, on va en arriver à la question sacro-sainte de l'indépendance de l'Assemblée constitutionnelle. Et ça va être la troisième sous-section de cette section-ci sur les aspects détails un peu techniques de l'organisation de cette assemblée-là.